vous êtes ici, c'est que vous êtes à minima intéressé, sinon impliqué, dans la transition énergétique qui est en train de se passer. Et donc je vous propose de passer à cette partie échange et débat avec des participants et des intervenants que je remercie déjà d'être venus nous retrouver. Voilà, alors j'aimerais appeler le député Le Bohec sur scène. Monsieur le député, vous avez le choix, il y a quatre sièges. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Vous êtes donc député d'Ille-et-Vilaine. J'aimerais accueillir aussi Mathieu Teurier. Monsieur le vice-président, vous êtes vice-président mobilité transport à Rennes Métropole. Gildas Lagadec, qui est directeur des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val-de-Loire pour Transdev. Et enfin, Rémi Lavignol, responsable commercial mobilité chez Primagaz. Alors, mettez-vous à l'aise. Juste un petit conseil, regardez quand vous reculez, parce que la scène est assez étroite, je ne voudrais pas être responsable d'une catastrophe. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble la première partie de cette table ronde qui concerne les initiatives qui ont été prises par les régions, par exemple, en matière de technologie et de transition énergétique dans les transports. J'aimerais, monsieur le député, commencer avec vous. Donc, vous proposez des lois, vous y travaillez, vous les votez. Et il y a deux lois qui ont été, sur lesquelles vous avez travaillé assez ardemment. C'est la LOM, hein, la loi d'orientation des mobilités, et plus récemment la loi climat et résilience qui a donné lieu à un calendrier de déploiement des ZFEM, les zones à faible émission. Et je voudrais savoir en quoi ces différentes lois sur lesquelles vous avez travaillé accélèrent la transition énergétique dans les transports. Oui, deux choses à dire. Vous êtes intervenu et ça confirme les chiffres, donc c'est pas mal de se tomber dans la loi, c'est plutôt pas mal. Avec, et vous l'avez dit, et c'était important, des points d'étape, moins 37, ou moi j'arrondis à moins 40% à 2030, parce que si on se projette qu'en 2050, c'est toujours plus loin, et là on voit bien que le 2030, c'est demain. Vous parliez surtout du renouvellement des flottes et autres, et c'est vrai que cette transition, elle est importante, elle doit être rapide. Permettez-moi aussi d'excuser Laurence Maillard-Ménury, présidente de la commission développement durable à l'Assemblée nationale, que je fais l'honneur de, je n'aurai pas son niveau, mais de représenter un petit peu. On s'entend bien, on bosse les sujets ensemble, et c'est vrai qu'elle pouvait malheureusement pas être là. Elle était vraiment déçue, mais voilà, j'essaye de pallier à son absence avec grand plaisir aussi. Alors la loi, évidemment, elle est là pour trois choses, je dirais. Il y a les lois, parce que vous avez bien parlé, les deux grandes lois qui touchent aux mobilités. Elles sont là aussi pour donner un cadre commun et des visions communes. C'est important, ce cadre-là, pour vous tous. On est tous dans un monde concurrentiel, donc le but, c'est de donner un cadre et de se donner une vision collective, que les uns et les autres puissent pas passer par des chemins détournés ou autres. Si j'avais trois gros enjeux sur cette transition, vous avez parlé vraiment d'actions concrètes. C'est d'abord je parlerai vraiment de la partie transport et évolution au sens large des transports vers des services de mobilité. On n'est plus sur le transport historique, il y a un point A, il y a un point B, et on va beaucoup plus parler de services de mobilité. Et dans un premier temps, la loi, elle essaie de faciliter l'organisation des services de mobilité. On parle de ces fameux AOM, Autorité d'organisation des mobilités. On parle plus de transport, on parle d'organisation. Voilà. Donc le but, c'est d'encadrer tout ça avec des lois précédentes. Et moi, je suis pas là pour faire les bons points ou les mauvais points, mais on voit qu'on avait besoin, en tout cas, de clarifier certaines organisations, avec en plus certaines formes de différenciation ou de possibilités d'aménager en fonction des besoins locaux, des régions, des métropoles, des communautés de communes, d'avoir des choses parfois un peu moins rigides et qui puissent être à l'image des besoins du territoire. Donc c'est le point 1, vraiment d'inventer les solutions de mobilité de demain par l'organisation des autorités, des collectivités. Le point 2, vous en avez un petit peu parlé, c'est la partie vraiment d'emmener ces organisations vers des nouvelles solutions numériques, entre autres. On voit bien que les outils numériques peuvent énormément nous aider. On est dans des services de mobilité maintenant multimodaux, et on le voit bien aussi bien en termes de marchandises qu'en termes personnels.
petite histoire d'hier, c'est j'avais pris un taxi, c'était le bordel, il y avait des grèves à taxi, je suis descendu, j'ai pris mon Vélib et j'ai fini pour arriver à Montparnasse. Donc on voit bien que ce soit dans l'urgence ou pas, on est obligé, par flexibilité, par besoin, par facilité, par évidemment besoin environnemental et durable, d'avoir cette multimodalité numérique qui soit la plus efficace possible. Et puis le dernier point, vous l'avez dit, c'est la loi qui se donne des objectifs collectifs, le moins 50, le moins 80 à 2050, le moins 40, j'arrondis, c'est moins 37,5 exactement, à 2030, ça c'est demain. Avec ces ZFE aussi, et on voit qu'au niveau européen, on était un petit peu en retard sur ces ZFE, on avait que... Parce qu'elles sont aussi déployées dans d'autres... c'est les fameuses Low Emission Zones, elles sont déployées dans d'autres pays. Exactement, on est de mémoire, il y avait 230 villes en Europe qui étaient engagées dans cette disposition-là, et il n'y en avait que 3 en France. Donc on voit bien que même si parfois, quand on arrive, ça nous embête, ou on se dit qu'il va falloir faire des évolutions, on voit bien, et vous l'avez montré, les chiffres sont, sont non négociables, et on voit bien que ce petit retard, il faut absolument qu'on puisse, en particulier en France, vis-à-vis de nos voisins européens, le rattraper. Voilà les 3 points que je voulais vous mentionner. Merci beaucoup. Gildas Lagadec, je voudrais savoir un petit peu, vous, en tant qu'opérateur de réseau, je voudrais savoir, alors donc en Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val d'Oise, enfin bon, une grande région, une grande zone, quel est le lien entre les territoires et la transition énergétique et la façon dont vous opérez cette transition ? Donc bonjour à toutes, à tous. D'abord, c'est vrai que j'ai face à moi beaucoup de transporteurs de marchandises et nous, on utilise principalement des autocars. Il y a quand même une grosse base commune, je vous en doutez. Néanmoins, sur toute cette belle région, on utilise 3000 véhicules, 3000 autocars, mais on a 10 camions à carré. C'est pas que je me sente un peu dévote, mais j'ai à la fois beaucoup plus de véhicules en autocar, mais je suis tout petit parmi vous en camion et en chargeur. Le déploiement c'est un clin d'œil, hein, le déploiement de la transition énergétique, c'est vrai que sur les 3 régions sur lesquelles on opère, il est très varié. J'irai plus particulièrement parce que vous avez cité la loi LOM, mais en réalité, effectivement, il y a eu la loi NOTRe. Et précédemment la réforme des intercommunalités, donc des prises de compétences qui ont démarré sur des coms d'agglo et qui maintenant s'adressent avec la loi LOM sur toute intercommunalité. Donc effectivement, on se retrouve à avoir concentré la décision vers la région avec la loi NOTRe et la redécentraliser, ou en tout cas la redéconcentrer auprès de toutes les collectivités qui peuvent en prendre l'initiative. Ceci pour vous dire que nous, Transdev, on travaille pour 80% de notre chiffre d'affaires en contrat avec des clients publics, des autorités organisatrices, qu'elles soient régionales ou intercommunales ou agglomérations. Et ce sont des décisions qui leur appartiennent intimement, étroitement et stratégiquement. Voilà, pour la plus grande partie. Maintenant, je développerai dans un point suivant, malgré tout, que nous ne sommes pas exonérés de réfléchir, d'être intelligents et de prendre nous-mêmes des initiatives. Néanmoins, le déploiement de la transition énergétique, il est très variable au gré des 3 régions et au gré des 3 donneurs d'ordre, souvent lié à des visions politiques, avec aujourd'hui une vision très moyen-termiste sur l'hydrogène qui est troublante, parce que le moyen terme est trop court. Très clairement. Or, l'hydrogène exerce une pression extrêmement forte dans la psychologie collective. On nous interroge, alors vous en êtes où ? Je veux dire, on est les spécialistes de l'hydrogène en France. Je crois qu'on doit avoir 30 véhicules. Ouais. Chacun 800 000 balles. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça coûte plus cher de les avitailler que de les faire tourner. Enfin, donc on est à l'expérimentation et pour autant c'est une obsession aujourd'hui de parler de l'hydrogène. Donc une fois que j'ai dit, je l'évacue et on parlera du reste pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Et effectivement une ligne de partage entre l'électricité et le gaz, où effectivement on a une appréhension des pouvoirs publics et des élus d'une façon générale, mais de tout à chacun, d'aller assez facilement vers l'électrique. La transition énergétique va facilement citer l'électrique et le gaz peut avoir... quelque chose d'un peu convenu, en tout cas moins moderne, je vais même préciser, parce que pour se souvenir un peu de la Deuxième Guerre mondiale, avec le recours au gaz et des Roumains pour lesquels Ceausescu a demandé de passer immédiatement au gaz en 82, voilà, c'est pas des choses nouvelles, et pourtant, aujourd'hui, on utilise le gaz comme une énergie extrêmement moderne, et le choix des territoires se fait entre l'électricité sur le gaz, selon des impulsions, pas des achats compulsifs, mais des impulsions, et nous, opérateurs, on renvoie en mirroring une question d'exploitation, d'autonomie quotidienne, de longévité du véhicule, de cycle complet, puis de vision full cost de tout ça. C'est-à-dire qu'un véhicule, c'est pas seulement son prix d'achat, c'est aussi combien il vaut dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. C'est comment vous avitaillez.
La différence entre du gaz que vous prenez au Super U et du gaz que vous achetez par 32 mètres cubes, elle est globalement aujourd'hui de 10 centimes. Quand vous opérez ça sur le gaz, c'est du simple au double. Donc les modèles économiques, ils sont totalement brouillés. Et puis, je vous dis pas, le prix d'une station de gasoil, grosso modo, c'est 150 000 balles. Une station gaz, c'est 1 million. Voilà, donc tout ça nous donne le vertige. Mais la solution, elle est toujours mixée. D'accord. Justement, Mathieu Thurier, en tant que vice-président mobilité et transport de Rennes Métropole, je voudrais savoir un petit peu quelle a été la démarche de décarbonation de votre parc roulant pour justement profiter d'abord et mettre en application toutes les offres qui étaient faites par les constructeurs, sachant qu'aujourd'hui, vous serez probablement d'accord avec moi qu'il n'y a pas une énergie qui va se substituer intégralement au diesel et qu'il va falloir mixer. Vous avez quelques exemples ? Oui, bien sûr. D'abord, vous remercier pour cette invitation et puis remercier l'ensemble des acteurs aussi de leur présence et saluer le fait que désormais, on est à se poser la question de comment est-ce qu'on fait. Et je me souviens qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, on était encore de oui, mais le changement climatique, bon, on va peut-être réussir à l'éviter. Voilà. Et moi, je salue ça et je salue le fait effectivement qu'il y ait ce dialogue et qu'on cherche pas à pas les solutions. On les a pas toutes, mais au moins on les construit ensemble. Pour ce qui est de Rennes Métropole, on a anticipé, nous, dès 2016, la loi de transition énergétique, puisqu'on a été la première collectivité, la première métropole de France à faire le choix d'arrêter d'acheter des bus au diesel. Notre logique était bien d'être dans une logique d'exemplarité, mais aussi d'être dans une logique que par la commande publique, on pouvait justement structurer les filières d'avitaillement qui pouvaient profiter à toutes et tous, et en l'occurrence aussi aux transporteurs. Donc dès 2016, on a arrêté l'achat des bus électriques, on a mis en place un contrat de partenariat avec une entreprise bretonne bien de chez nous, qui est Bolloré, qui nous a permis effectivement de tester les choses. Je vous cache pas et le matériel de Bolloré est tout à fait performant, mais de fait, on a quand même essuyé les plates parce que on connaissait mal la question des autonomies, on a des grosses variations été-hiver aussi sur les bus Bolloré. Enfin bref, je vous passe, mais on parle de bus électriques. On parle de bus électriques, mais globalement, effectivement, ça nous a permis effectivement de confirmer le fait que la filière électrique était arrivée aujourd'hui sur des véhicules lourds à maturité. Et du coup, moi, le premier document que j'ai signé en devenant vice-président en juillet 2020, ça a été une commande de 92 bus ELEC, en l'occurrence des Citaro Mercedes, qui vont arriver en exploitation à partir de septembre 2022. Et le deuxième document que j'ai signé, c'est justement d'inciter, de confirmer aux transporteurs sous-traitants de Keolis Rennes, qui est notre délégataire sur le réseau de transport, qui pouvaient, oui, aller effectivement se lancer sur la filière GNV, qu'on les soutenait de ce point de vue-là, et on a acheté dans le même temps 60 bus GNV, aussi des Citaro, qui sont en exploitation depuis septembre 2021. Et donc dans le même temps, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, on met en place effectivement les réseaux d'avitaillement avec toujours la logique qu'ils servent aux bus et qu'ils soient, voilà, que ce soit des stations qui soient publiques et qui servent aussi aux transporteurs. D'accord. Gildas Lagadec, justement, alors quel est votre rapport avec les AOM en termes d'innovation technologique, justement, pour pouvoir réduire l'impact carbone, et quels sont vos retours d'expérience par rapport à ça? Alors, d'abord, c'est vrai que Mathieu le souligne bien, c'est qu'il y a deux parties prenantes, les collectivités et nous, et selon les cas de figure, les collectivités investissent, et d'autres cas de figure, c'est nous. Donc c'est vrai que l'équation est pas la même, parce que la transition énergétique, quand elle est payée par les clients et qu'ils vous mettent à disposition du matériel, c'est une utilisation que vous ne financez pas. Par contre, nous actuellement, par exemple, si vous êtes passé zone sud-est, il y a un embouteillage, c'est notre faute. il y a une tranchée et on est en train d'amener le gaz chez nous. Et effectivement, l'innovation, elle est extrêmement coûteuse. Et selon que vous la faites financer, que vous la financez vous-même, les engagements ne sont pas les mêmes, d'autant plus que vous ne savez pas ce que devient tout ça à 5 ans ou 10 ans. Donc notre rapport, si c'est la question avec les collectivités sur l'innovation, c'est de réussir de passer d'un schéma un peu prospectif à faire rentrer tout ça dans une boîte qui s'appelle contrat et qui a un début et une fin. Par exemple, je vais vous dire ce qu'on fait actuellement, le réseau de Rennes qui est délégué à Keolis. Son contrat se finit, il me semble, Mathieu, dans 2 ans et demi ou 3 ans. Et pour autant, nous, on vient de claquer 1,2 million dans une station de gaz qui ne va être payée pour toute une petite partie que pour 3 ans. Oui, et c'est ce genre de basculement en avant où on se retrouve finalement beaucoup plus proche de vous, parce que des fois, vous pouvez dire, oui, vous êtes sympa avec vos autocars, mais c'est les collectivités qui payent.
Oui et non, quoi. C'est-à-dire que moi, dans 3 ans, j'ai 900 000 balles sur les bras et j'espère qu'on pourra continuer à collaborer un peu ensemble. Vous voyez, il y a des messages qui passent ce matin. Donc c'est un peu la soirée message aujourd'hui. Voilà, néanmoins, ce rapport à l'innovation, il a eu 2 temps, 2 temporalités. Si on regarde dans le paysage breton, le premier réseau à être passé au gaz, c'est Quimper dans les années 90 ou 2000. Aujourd'hui, il y a un passage massif des grandes métropoles dans des énergies électriques ou gaz. Mais nous, donc transporteurs, j'ai quelques collègues transporteurs ici, que je salue d'ailleurs, qui doivent faire ce basculement en avant sur leurs propres données avec une prise de risque, puisque les durées d'amortissement ou d'utilisation excèdent très largement la durée de nos contrats. C'est ça. Alors justement, monsieur le député, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut envisager un accompagnement financier, à la fois des professionnels et des particuliers, bien entendu, mais pour mener cette transition. Je crois que la notion de contrat, mais on l'a dans beaucoup de filières. C'est vrai que ça me ferait rebondir sur d'autres filières, mais c'est vrai qu'on a toujours la difficulté de se projeter dans à la fois avec des demandes d'innovation et de coûts d'innovation hyper importants, vous l'avez mentionné, et à la fois sur des durées de contrat. Moi, et on l'a vu dans d'autres secteurs, mais comment on peut trouver des contractualisations un petit peu plus, on a dit, moyen-termisme, je ne sais plus comment était le mot, mais et de se dire comment on peut avoir au moins une partie des contrats qui pourraient être sur certains points de recherche ou d'investissement massif beaucoup plus longs. Moi, j'ai pas la solution là. Je viens aussi pour écouter et prendre ces messages-là, mais je comprends 100% qu'il y ait une partie d'investissement qui doit être et à choisir et à regarder comment la collectivité, au sens pas forcément mairie comme, mais la société tout entière prend des risques plus globaux sur certains choix stratégiques et sur lesquels toute partie de l'investissement pourrait être mieux répartie. Ça, c'est un point que je prends. Je n'ai pas la solution là, mais je viens me nourrir aussi. Merci. Merci. Monsieur Thurier, on parlait justement tout à l'heure donc, de solutions technologiques, mais évidemment de réseaux d'avitaillement et d'approvisionnement. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit peu un état des lieux de ce qui existe? Alors là, on parlait de gaz, il y a d'autres carburants. Un jour, on parlera d'hydrogène, et là, il va falloir aussi qu'on ait des stations. Est-ce que vous auriez un état des lieux à nous présenter ou nous... Enfin, nous, clairement, le choix qu'on a fait, ça a été de ne pas miser sur une seule énergie. Parce qu'on a été expérimentateur de la filière électrique, on a vu aussi en 2017-2018 les limites, notamment en matière d'autonomie, qu'il pouvait encore y avoir, même si moi je fais le constat aujourd'hui qu'on a des évolutions technologiques qui sont extrêmement rapides et que je pense que demain, même des réseaux comme les nôtres, ils pourraient passer en tout élec. Ceci dit, l'électricité, c'est bien, encore faut-il aussi être en capacité de la produire sur le territoire. Voilà, il faut qu'on soit cohérent. Et de façon durable. Et de façon évidemment renouvelable. Et de fait, on est engagé justement dans une démarche aussi de développement de nos productions d'électricité renouvelable, y compris sur garage, atelier, métro, dépôt, bus, etc. Et de fait, c'est aussi pour cela qu'on n'a pas fait le choix du 100% élec. Le GNV, il est intéressant parce qu'on le produit localement, même si ça pose des questions, notamment sur les modèles agricoles, mais ça, c'est des discussions qu'on a notamment avec nos sénateurs, avec aussi GRDF, et je pense qu'on doit être capable de faire de la méthanisation intelligente, et pas comme on l'a fait aujourd'hui, clairement, enfin, voilà, mais ça fait partie des débats qu'on a à l'échelle nationale et avec GRDF en local, et je pense qu'on avance plutôt bien. Et puis, effectivement, moi, je fais le même constat, hein, c'est qu'on a un gros lobby national aujourd'hui sur l'hydrogène. Sincèrement, les rendements énergétiques qui sont clairement pas bons. On ne sait pas le produire en électricité, avec du renouvelable justement. 98% de l'hydrogène aujourd'hui, il est issu de la métatransformation. Enfin, c'est pas du tout intéressant. Donc, c'est une filière qui n'est pas arrivée à maturité. Donc, nous, on la regarde comme étant potentiellement un vecteur énergétique demain. On a investi dessus avec la collectivité haute du bassin rennais pour une petite station d'avitaillement sur des véhicules utilitaires pour tester les choses. On fait du prospect, mais pour l'instant, on va pas plus loin et on a décidé, nous, de laisser un petit peu les autres essuyer les plâtres là-dessus. Juste si vous me permettez un mot sur la question financière. Je pense que dans la transition écologique, et je profite que Gaël soit présent parce que je ne cacherai pas que le dialogue n'est pas toujours très constructif avec nos députés locaux, mais avec Gaël, ça se passe très bien, donc je profite qu'il soit là. Tant mieux, en fait, c'est votre voisin. Ça c'est dit. Mais non, mais simplement, c'est qu'à un moment, la transition écologique, la transition énergétique, on la fera dès lors qu'elle est relais de développement. Et qu'on y trouve tous nos comptes, y compris sur le plan financier. Qu'on a un travail de fiscalité à mener certainement, un travail d'investissement. Nous, collectivités
locale. On est en soutien des acteurs du transport parce que c'est notre boulot. Par ailleurs, moi, je prends 30 millions d'euros de pertes sur la DSP mobilité dès le début du mandat, quoi. Voilà. Donc l'État ne fait pas rien. On vient de récupérer 10 millions d'euros sur un appel à projet pour réinvestir dans la ligne A du métro, etc. Mais c'est vrai que voilà, on a certainement une remise à plat un petit peu globale des éléments de fiscalité qui nous permettent effectivement que demain, un bus électrique ne soit pas 2 fois plus cher qu'un bus classique, par exemple. Merci beaucoup. Et alors justement, je voudrais simplement en profiter pour rappeler qu'effectivement dans cette partie hydrogène, ce qui est bien si on a d'hydrogène, c'est qu'il y ait des produits pour utiliser cet hydrogène, des véhicules, des camions, des autocars et des autobus. Et aujourd'hui, clairement, il n'existe pas. Il commence à arriver dans la voiture, mais ce qui est déclinable dans la voiture ne l'est pas immédiatement dans les véhicules. Justement, Rémi Lavignol, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que Primagaz et comment Primagaz s'inscrit justement dans cette transition énergétique et qu'est-ce que vous mettez à disposition du gaz, j'imagine, mais à la fois des transporteurs et des particuliers aussi, pour pouvoir réduire alors à la fois les émissions de polluants locaux, mais aussi évidemment les émissions de gaz, de dioxyde de carbone. Je vais y arriver. Oui, bonjour à tous. Alors, Primagaz, en partenariat avec Avia, on construit un réseau de stations GNV qui permet justement l'accès au carburant gaz alternatif au diesel au plus grand nombre. Ces stations, elles sont publiques, elles se veulent le plus ouvert possible, et ça c'est possible par le biais de nombreuses cartes accréditives qui permettent l'accès au carburant, évidemment la carte Avia principalement, mais également DKV, UTA, qui sont des cartes que vous utilisez au quotidien. Dans chacune de nos stations, on distribue donc du GNV, gaz naturel véhicule, sous ces 2 formes, sous sa forme liquéfiée pour la longue distance et sa forme comprimée pour des plus courtes distances. Et le carburant gaz, de manière générale, par rapport au diesel, il permet une réduction des émissions de particules, d'oxyde d'azote, de CO2. Et nous offrons aussi le GNV sous sa déclinaison bio-GNV, donc issu d'installations de méthanisation, de traitement d'ordures ménagères, digesteurs agricoles, il peut y avoir plusieurs sources. Et donc ça, c'est aussi un moyen de décarboner le transport, et c'est une solution qui est prête, qui est disponible, et j'en veux pour preuve la station qui est à quelques dizaines de mètres de nous, et que nous aurons le plaisir de présenter tout à l'heure. Alors, rassurez-moi, quand l'accès aux stations, c'est un accès pour les particuliers, c'est dimensionné aussi pour recevoir nos véhicules qui sont plus hauts, plus larges, plus lourds. Bien évidemment, nos stations GNV, là je parle bien du GNV, sont dimensionnées pour les véhicules lourds. Étant donné que nous voulons les ouvrir au plus grand nombre, nous y acceptons par exemple la carte bleue, parce qu'on veut permettre aux particuliers qui ont une voiture au GNC de pouvoir y faire le plein. Mais aujourd'hui, la majorité du trafic qu'il y a, c'est pour des véhicules lourds. Très bien, alors une petite précision. Concernant les polluants locaux, les particules, les NOx, etc., nous, en tant que constructeurs, devons garantir que les véhicules que nous mettons sur la route et que vous exploitez, remplissent cette enveloppe. Il y a une enveloppe qui est une enveloppe fictive d'émissions, de valeur d'émission maximum dans le cadre de la loi Euro 6, de la norme Euro 6. Et nous devons faire en sorte que tous les éléments, les particules, le monoxyde de carbone, etc., restent à l'intérieur de cette enveloppe pendant 7 ans ou 700 000 km. Et que ce qui se passe à l'intérieur de l'enveloppe, quand on commence à regarder ce qu'il y a dedans, on va commencer à s'intéresser à l'épaisseur du trait. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences avec l'ADEME sur différentes motorisations, avec différents régimes, différents types d'exploitation, et on s'aperçoit qu'à un moment, un gaz fait plus de particules qu'un diesel. Un diesel en fait moins qu'un hybride, et qu'un éthanol en fait moins que, par exemple, un biodiesel. Donc ce qui se passe à l'intérieur de cette norme n'a pas d'intérêt. C'est le législateur qui a décidé qu'il ne fallait pas sortir de cette enveloppe pendant 7 ans ou 700 000 km. Les amendes pour nous, constructeurs, peuvent être très très lourdes, voire l'interdiction de produire des véhicules. Autant vous dire que quand vous achetez un véhicule neuf, on est très loin des limites de la norme. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais vous montrer. On en a terminé pour cette première partie. Je voudrais savoir si parmi vous, il y a des questions qui s'adresseraient à nos 4 intervenants.
Alors, il n'y a peut-être pas de questions maintenant, il y en aura probablement tout à l'heure. Oui, mais c'est que ça, vous avez été crystal clear, comme disent les Anglais. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie, c'est donc les innovations pour construire la mobilité durable en région Bretagne. Et j'aimerais commencer avec vous, monsieur le député, pour vous poser la question suivante. Il y a des annonces qui ont été faites au gouvernement du côté du plan de relance. Le plan de relance, c'est quand même 100 milliards d'euros sur 2 ans, 30 milliards d'euros qui sont consacrés à l'écologie et dedans encore 11 milliards qui sont consacrés au transport. Donc c'est quand même important. En quoi ce plan de relance va contribuer à la relance, à la décarbonation du transport ? Vous avez déjà dit les chiffres et c'est intéressant la discussion, tout ce qu'on avait sur moyen-termisme, long-termisme et peut-être il y a une pression et c'est intéressant qu'on en échange aujourd'hui sur l'hydrogène, mais on voit bien, et ce que disait Mathieu sur la question de faire de l'hydrogène vert, et on voit qu'il est trop peu présent aujourd'hui, mais on voit aussi que probablement, peut-être à moyen long terme, en fonction des recherches, c'est toujours dur de faire de la recherche, de développement. Vous parliez d'1 milliard d'euros tout à l'heure pour faire évoluer un moteur. Alors imaginez pour en inventer un nouveau ou une chaîne totalement nouvelle, c'est des milliards et des milliards d'euros. Et là, seule la puissance publique, son sens le plus large et le plus noble, peut intervenir. Personne à titre privé pourrait faire ces choses-là. Donc il y a une part importante de l'hydrogène et du plan hydrogène de mémoire, c'est autour de 7 milliards sur l'ensemble des milliards que vous avez parlé, avec trois priorités qu'il ne faut pas oublier. Un, en effet, c'est électrolyseur en locaux et hydrogène vert avant tout. Donc c'est important de se le dire, qu'on choisit vraiment c'est ce qui est choisi dans le plan de relance. Deux, c'est, et vous l'avez évoqué aussi, parler sur un peu plus de véhicules un peu plus lourds. Aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble de cette pression hydrogène, elle est plutôt sur des véhicules légers et particuliers, et qu'on voit bien dans les chiffres que vous avez montrés d'ailleurs sur le transport au global, sur les parties développement durable et si on veut tenir les objectifs 2040-2050, il faut absolument qu'on s'attache à l'ensemble des modes de transport et de déplacement. Et le troisième point, on est dans un moment, et c'est global, de souveraineté et de se dire que ce développement-là, il doit avoir lieu en France, il doit être présent en France. Et ce qui a pour moi le plus important, et c'est intéressant parce que je sais beaucoup d'entre vous en discutent, mais c'est une question de toute la filière des compétences qui est associée. La partie de la recherche, évidemment, mais derrière la maintenance, l'exploitation, que ce soit des véhicules, mais que ce soit aussi des modes de livraison, des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il y a tout un nouveau modèle à créer, et c'est en ça que je pense aussi, c'est le double avantage, c'est d'avoir une énergie beaucoup plus verte et décarbonée, et deux, avoir des compétences et de la localisation en interne. Moi, je suis industriel de formation, alors pas dans vos domaines, mais j'étais dans un grand groupe industriel qui prenait la localisation déjà il y a 20 ou 25 ans, de se dire que vous êtes beaucoup moins soumis aux aléas internationaux et mondiaux si vous avez une souveraineté et une chaîne de valeur qui a beaucoup de parts localement. Et je crois que c'est vraiment les énergies de demain, et c'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous tout à l'heure sur l'évolution de la place des villes, même si on voit bien qu'il y a eu une métropolisation depuis des décennies. Moi, peut-être je me trompe, mais je pense qu'on va trouver une forme d'équilibre, mais sur lequel il faut aussi qu'on se pose les questions de transport, justement, parce qu'on ne va plus avoir de grands flux entre deux métropoles, mais on va avoir un maillage intermédiaire qui pose aussi d'autres questions sur les transports. Merci pour cette précision. Gildas Salagadec, juste côté budgétaire, mais sur les aides dont vous pouvez bénéficier, il y a le Green Deal européen, il y a les plans de relance nationaux, locaux, régionaux. Qu'est-ce que vous demanderiez comme aide pour développer justement ces nouvelles technologies? Est-ce que vous voyez quelque chose, des aides particulières? On parle enfin d'argent. Il était temps quand même. Mais 1 heure pour parler d'argent. Alors, c'était convenu entre nous. En fait, il y a une question en amont, et je pense qu'on la partage tous, c'est d'abord transition énergétique, il faut quand même mémoriser que c'est une transition, c'est-à-dire qu'on peut espérer qu'à la fin de la transition, on soit sur une phase de stabilité où le modèle de coût et le modèle d'utilisation soient le plus proche possible de ce qu'on connaissait il y a 10 ans. Mais par contre, dans cette phase de transition, c'est vrai qu'il y a une perte de valeur de l'ensemble des capitaux, très clairement, c'est-à-dire qu'un véhicule diesel qui valait peut-être, je ne sais pas si on partage les mêmes normes, 30% de sa valeur à 8 ans,
il est possible que le véhicule diesel qu'on achète aujourd'hui ne vale plus que 10% de sa valeur, voire rien. Un peu comme on a eu les tubes cathodiques, les écrans plasma et les écrans LCD. Réellement, je pense qu'on est un certain nombre à avoir acheté des écrans plasma un peu chers en disant c'est le NEC Plus Ultra, et 2 ans après, sur le bon coin, ça valait rien. Et inversement, peut-être que des véhicules qui sont, par exemple, bien adaptés pour rentrer dans les zones faibles émissions pourraient, et qui aujourd'hui... Ils feront pas mieux que le gasoil aujourd'hui en valeur résiduelle. En valeur résiduelle. Il faut accepter le principe que pendant 5 ans, 10 ans, la chaîne de valeur soit détériorée. Et comme on est dans une transition, ce tampon va s'annihiler. Mais par contre, pendant ces 10 ans, le problème, c'est que le coût complet de tout ça va être adressé à quelqu'un. Donc vous l'adressez peut-être à vos clients, vous le lissez dans le temps. Nous qui travaillons avec les collectivités, on l'adresse aux collectivités. Et excusez-moi l'expression, il y a un piège à con là-dedans. C'est qu'on parle de dizaines de millions et il ne faut pas que ça se retourne contre l'offre elle-même. Vous avez effectivement parlé, et on est dans le mitage breton, dans la multipolarité à mort. Donc un maillage en transport de voyageurs, comme vous pouvez le connaître en transport de marchandises. Donc une nécessité à tout prix d'adresser une offre de transport qui soit digne de ce nom pour que les gens ne soient pas tous dans leur voiture. Et cette équation, elle est infernale à résoudre. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect pour les décideurs publics, parce que des fois ils ramassent un peu, mais quand on voit le niveau des décisions et des engagements qu'il faut prendre, c'est vraiment respectable et très impressionnant stratégiquement parlant. Par contre, il faut avoir un point de visée à 10 ans ou à 15 ans, qui soit un point de visée de mobilité et pas court-termiste en disant je fais du gaz, combien ça coûte et est-ce que ça me contraint. Donc il faut accepter peut-être de porter ça sur nos épaules pendant quelques années et viser effectivement la sortie de la transition qui est la stabilisation d'un modèle qui sera peut-être un peu plus coûteux mais à mon avis pas beaucoup plus. Je voudrais juste finir sur un truc, vous avez eu la gentillesse de parler des véhicules autonomes, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous en parliez. Et je crois que c'est un sujet là aussi qu'on partage avec le transport de marchandises comme une espèce de bruit de fond, de clochette qui s'agite et qui reste toujours un peu 10 mètres devant nous, qu'on ne réussit pas à capter. Je peux vous dire que Transdev est le spécialiste du véhicule autonome, que ce soit du véhicule assisté ou du véhicule non assisté. On a une expérience depuis 3 ans à Rouen où avec un ticket de bus, vous pouvez aujourd'hui emprunter un véhicule autonome dans la circulation. Pas sur un circuit réservé dans une centrale nucléaire ou un aéroport. Ce sont des Zoé, il y a un mec à côté, la Zoé vaut 400 000 €, mais on aime bien ça et on a un pied dedans. Néanmoins, l'assistance de la conduite, donc ce qu'on parle de semi-autonomie, en tout cas d'autonomie partielle puis d'autonomie complète, elle est dans les possibilités que l'on a de réduire la note. Voilà. Et tous les gens qui ont conduit des véhicules électriques, on sait très bien que la première des choses, c'est qu'on forme les conducteurs à ce qu'ils aient le pied un peu léger. Mais indépendamment, pour les énergies hydrocarbures, que ce soit gaz ou diesel, c'est la même chose. On a une différence de consommation entre quelqu'un qui a le pied lourd et quelqu'un qui a le pied léger qui va quasiment à 5 litres 100. C'est-à-dire qu'on peut aller de 25 à 30 litres 100 extrêmement facilement. Et là, se loge une équation qui vient profiter à notre modèle qui est coûteux pendant 10 ans. Voilà, je voulais juste pas trop intellectualiser le truc, mais il faut juste réussir à se dire ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Et regardons les schémas de transport, les schémas de mobilité dans lesquels on veut circuler, s'inscrire à 10 ou 15 ans et résolvons cette équation qui n'a une durée que de 10 ans. Voilà. Monsieur le député, je voudrais simplement sur votre circonscription, je sais qu'il y a un industriel qui met en place à Redon tout un écosystème autour de l'hydrogène. Ça pour l'exemple, mais à votre avis, quelles sont les technologies ou les technologies d'avenir qui mériteraient d'être financées ou d'être poussées par l'État justement dans le cadre de cette décarbonation ? Ce projet-là, entre autres, mais il y en a bien d'autres. Je ne sais pas si les gens connaissent le fameux projet H2R, qui est vraiment intéressant et qui se base aussi sur un historique de connaissances hydrogène côté Morbihan et dans d'autres collectivités aussi en Bretagne. Gros projet intéressant aussi dans ce qu'il dit dans les premiers temps, c'est-à-dire que ce projet il a aussi évolué, on parlait des évolutions des modes de transport, c'était plutôt sur un service, et c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, à l'origine c'était plutôt sur un mode de véhicule plutôt léger, service, on voit bien que il faut, chaque projet, moi je milite pour que chaque projet ait sa taille critique, tant en termes de recherche, de financement que d'impact sur le territoire. Et c'est vrai qu'avec les collectivités locales, ils ont travaillé pour donner un petit peu plus d'ampleur, regarder tant en termes de typologie, en termes de véhicules, peut-être aller sur du plus lourd, aller sur de la benne à ordures, à déchets aussi, regarder un peu l'ensemble sur un périmètre donné, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais sur ce maillage-là et sur cette souveraineté locale à définir. Et local, ça peut être plusieurs Comcom, ça peut être des Comcom et une métropole, ça peut être une région, mais en fonction du projet, trouver la bonne taille critique
pour le volume de production, le volume d'utilisation et les mobilités elles-mêmes. Et donc là, on est plutôt vraiment à une échelle intermétropolitaine sur 10, 12 communautés de communes qui seraient partie prenante dans ce projet-là, qui mixeraient l'ensemble des transports, que ce soit transport marchandises, transport privé. Donc voilà, moi il y a des grosses discussions avec l'ADEME depuis plusieurs mois, plusieurs années sur le sujet, entre autres. Et puis c'est tout l'objet de qui prend quelle part. Il y a évidemment une part privée, mais comment l'État, et au sens large, que ce soit au travers des différents plans d'investissement, et on parle évidemment du PIA 4 beaucoup, mais comment l'État peut accompagner aussi ce type de projet, parce que c'est aussi du retour et de l'expérience globale, collective, pour faire mieux, différent dans d'autres régions ailleurs. C'est ça. On parlait tout à l'heure des polluants locaux, des particules, des NOx. Ça a un coût sur la santé, évidemment, et ça a un coût financier. Une ville comme Paris, par exemple, le coût sanitaire de non-contrôle et de la pollution, c'est 1 600 € par an et par habitant de Paris. Cette équation, elle est vraie aussi pour d'autres villes à un échelon moindre. Donc la loi Climat et Résilience a affiché un calendrier de mise en place des zones à faible émission mobilité, les ZFEM. Et d'ailleurs, la France a été condamnée à payer des amendes lourdes pour non-respect, dans certaines villes de France, des seuils maximum d'émissions. Mathieu Turier, je voudrais savoir, sur l'agglomération rennaise, quel est le plan d'implémentation de ces ZFEM, sachant que le plan qui a été défini pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants, c'est d'avoir mis en place ces zones à la fin 2024. Est-ce que vous allez anticiper ce calendrier? Et une fois cette ZFEM sera en place, quelle sera la stratégie à l'intérieur, sachant que par exemple une ville comme Paris a décidé que début 2024, seuls ne pourraient rentrer dans ces ZFEM que les véhicules critères 1 et électriques. Alors, c'est un sujet qu'on a effectivement anticipé parce qu'on l'a inscrit comme un horizon à mettre en œuvre dans notre plan de déplacement urbain qui a été adopté en janvier 2020. Donc là encore, une fois, avant que les éléments législatifs arrivent, c'est quelque chose qu'effectivement on avait anticipé. Alors la ZFE, simplement sur dire que c'est autant une contrainte qu'une opportunité, hein. Nos concitoyens, ils ont vu toute l'importance de vos entreprises et de la logistique pendant le Covid. Mais il ne faut pas se leurrer. Une fois la période de crise sanitaire passée, ils seront les premiers à venir râler sur le diesel qui est en bas de chez eux. Voilà. Donc de toute façon, on a cette transition à mener, pourvu qu'elle soit le plus amortie possible. Et c'est pour ça que je pense, encore une fois, moi je suis assez basique, que ce qui est polluant doit coûter cher et ce qui ne l'est pas doit coûter moins cher. Non mais voilà, et je pense qu'en termes de fiscalité, il y a un moment quand il faut mettre plus 25% pour acheter des produits bio et qu'on a la même TVA sur les produits issus de l'agriculture industrielle, ça me pose question. Et c'est pareil dans tous les domaines, et y compris effectivement sur les transports. Donc sur la ZFE, on avait anticipé les choses. Moi, on a entendu évidemment que ça suscitait beaucoup de craintes tout à fait légitimes et de questionnements. Et donc c'est pour ça qu'on a fait adopter en juin de cette année une charte de la logistique urbaine à l'échelle de Rennes Métropole, et elle se veut même sur un territoire plus large. On est ouvert à travailler avec les autres EPCI sur ce sujet-là, qui crée un espace de dialogue avec les acteurs économiques du territoire. Et donc on a un groupe de travail qui est opérationnel depuis ce mois-ci, qui réunit notamment les acteurs économiques qui ont levé le doigt pour dire je veux en être, et on va définir ensemble justement la graduation en fait de la mise en œuvre de cette ZFE. On sait qu'on doit être prêt pour 2024. Maintenant, la question c'est quel est son périmètre, quelles sont les vignettes, et moi je suis assez partisan de dire en fait on a une stratégie à 5 ans quoi. Enfin voilà, la première année on exclut telle vignette, la deuxième année telle autre, etc. Et c'est quelque chose qu'on définit collectivement en regardant justement, puisqu'on est dans une transition, les coûts d'amortissement pour les entreprises, le taux et le temps de renouvellement aussi des véhicules, etc. Voilà, il faut qu'on fasse ça intelligemment. On n'a aucun intérêt à flinguer l'économie de nos entreprises locales. Et donc, donc c'est une bonne occasion qu'on se revoie quand ce plan sera bien défini. Mais on a le cadre de travail qui fait qu'on va se réunir, je pense, tous les mois là, dans le courant de l'année. Et très concrètement, en fait, on a une étude d'impact à réaliser avant la mise en œuvre, donc c'est pour 2022. Et donc, on y verra plus clair dans quelques mois. Gilda Sagadec, une dernière question pour vous.
la dimension internationale de Transdev fait que vous avez une visibilité sur aussi un terrain d'expérimentation de différentes technologies. D'après vous, est-ce qu'il y a des technologies qui vont être, qui vont percer, qui vont prendre le pas sur d'autres, ou voire qui pourraient être disruptives, ou quelle est un petit peu votre vision des technologies à venir dans les années prochaines? C'est vrai que le rapport au temps est un tout petit peu complexe en fait, et je veux dire qu'il faut éviter les achats compulsifs en tout cas, ça c'est sûr, et se dire entre ce qui est raisonnable et passionnant, ou en tout cas ce que l'on peut faire maintenant et ce que l'on voit demain, il y a quand même une grande différence. Le raisonnable d'aujourd'hui, il est déjà un peu en mouvement, c'est le gaz et l'électricité, clairement. Donc on est déjà d'ores et déjà dans un mix, puisqu'on ne s'affranchit pas du gasoil pour autant du jour au lendemain. Donc je crois que tout ce que l'on est autour de la table, on va systématiquement utiliser 2 énergies, là où avant on en utilisait une, souvent 3. Et effectivement, viser l'évolution et l'obsolescence de chacun des systèmes. Par exemple, vous avez évoqué, c'est Mathieu qui en a parlé, l'autonomie attendue des nouvelles batteries, parce qu'on a une espèce de référence que l'on partage d'un 200 km/h qui rend impossible certaines exploitations sans recharger en cours de journée, d'où l'apparition d'infrastructures un peu particulières dans les grandes métropoles. Si les batteries sont annoncées comme elles le sont à 400 km, ça change tout. Et en termes d'infra, c'est pas le même coup. La vision plus long-termiste sur l'apparition de l'hydrogène, j'en ai parlé précédemment, elle n'est pas à notre portée actuellement, malgré la pression, les investissements, tout le plan de relance ne vise que ça. Or, les collectivités ont à porter sur leurs épaules une transition qui ne concerne pas l'hydrogène actuellement, mais qui concerne l'utilisation d'électricité ou du gaz. Notre vision, c'est que court-circuit, c'est gaz et électricité. Donc dans les grandes métropoles, dans le circuit urbain, on est sur ces 2 énergies. Dès lors qu'on dépasse une première ou une deuxième couronne, on bascule 100% sur le gaz. On a quelques expériences. On en a, là pour le coup, c'est pas Transdev qui opère, c'est un de nos collègues transporteurs qui a un car électrique dans le Morbihan. Nous, on a une ligne électrique à Tours. Alors, je ne dis pas en PACA, on a des grandes lignes électriques en autocar. Néanmoins, c'est pas la majorité. Et voilà, il faut être extrêmement prudent et voir le sujet évoluer année par année. Je dirais quand même un petit clin d'œil à mon camarade de droite, avec beaucoup de respect, mais c'est le fruit finalement de la taxation. Il y a une plus grande volatilité sur le prix du gaz que sur le pétrole. C'est-à-dire que comme il est très taxé, le pétrole, les évolutions du prix du baril se ressentent, mais dans une moindre mesure. Il y a un amortisseur de 75% de taxes. Donc il faut plus taxer le gaz. Non, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai que c'est pour nous qui sommes un peu, excusez-moi, à faire le plein et à regarder le prix du plein, et pas point barre, mais malgré tout avoir une consommation immédiate. Le gaz, quand on a installé la première station de gaz autonome chez nous à Nantes, il y a 2 ans, on le payait 38 centimes du kilo. Et je crois qu'actuellement, si je ne me trompe pas, il doit être entre 68 et 72 centimes du kilo. C'est-à-dire qu'on a un rapport, mais parce qu'il est peu taxé. Alors on gère des bateaux, je ne vous l'ai pas dit, on gère des ferries aussi, donc on connaît ça depuis très longtemps. Et lorsque le baril est passé à $150, je peux vous dire qu'on a failli tout arrêter. Mais voilà, cette perception du prix, elle change aussi radicalement notre utilisation de l'avitaillement. Parce que la volatilité des pleins est plus forte qu'avec le gasoil. Donc il faut réapprendre un peu notre métier sur une partie qui n'intéresse pas forcément le grand public, mais qui participe à son financement global. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on partage. Ouais. Et je le dis encore, quel respect pour les décideurs publics. Je veux le dire parce que des fois, ils ramassent un peu comme. Merci pour cette précision. Rémi Lavignol, justement, qu'est-ce qui pousserait aujourd'hui des transporteurs ou des collectivités à aller vers la mobilité gaz ? Si vous me le permettez, je réponds juste sur le point précédent. Mais je ne vais pas à l'encontre parce que tout le monde a vu et personne ne nous a attendu pour regarder les cours du gaz sur les marchés en tant que particulier. Je dis juste que dans la station à côté, vous le verrez tout à l'heure, nous on a fait justement le choix d'indexer nos prix sur le baril de Brent. Pourquoi ? Pour répondre à vous, transporteurs, qui avez plus l'habitude des variations de prix à partir du Brent et que vous puissiez faire des comparatifs entre le diesel et le gaz qui soient quasiment à ISO, quelles que soient les évolutions. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Pour répondre à votre question et pourquoi on s'orienterait vers la gazomobilité, je ne suis sûrement pas objectif, mais je vais quand même y répondre et ce serait grand plaisir pour en débattre ensuite. La première raison, et on l'a évoqué, c'est que c'est un carburant qui est prêt et disponible.
C'est la première chose, même si je suis le premier intimement convaincu qu'il faut tous aller vers un mix énergétique et que les énergies et les carburants répondent à des usages différents. Il y a quand même une donnée là qui est importante, c'est la disponibilité. La deuxième, c'est le fait qu'il ait des atouts environnementaux qui permettent donc déjà de préserver par rapport à de la carburation diesel un petit peu plus notre planète, et ensuite de répondre à des contraintes, je vais le dire comme ça, veuillez m'en excuser, mais c'est que le carburant gaz est éligible à la vignette critère 1 et permet donc la circulation dans les fameuses ZFEM. Donc là, c'est aussi une raison, on verra ce que les prochaines années ou dizaines d'années nous diront, mais c'est une raison qui est importante également dans les choix de carburant. Et ensuite, je voudrais reparler de la déclinaison bio-gaz. Celle-ci, autant un carburant gaz, il est significatif en termes d'atouts, surtout sur la réduction des émissions de particules et d'oxyde d'azote. Et sur le CO2, on est sur une réduction par rapport à du diesel de l'ordre de 10 à 20%. Et c'est là que le biogaz, en affichant des réductions sur une analyse de cycle de vie jusqu'à moins 80%, devient une solution là vraiment pour décarboner le transport, ce qui est également un objectif. Il y a tout ce qui est qualité de l'air et il y a aussi réduction des émissions de CO2 comme vous l'avez bien présenté en introduction. Puis je crois qu'il y a un polluant dont on n'a pas parlé du tout, c'est le polluant sonore. Et d'ailleurs, votre collègue Lauriane Rossi est très impliquée dans la protection sonore et le niveau sonore des villes. Et c'est vrai qu'un véhicule gaz aujourd'hui fait 2 fois moins de bruit qu'un véhicule diesel. Tout à fait. Je pensais à ça quand vous parliez de la personne qui a un véhicule lourd au diesel en bas de chez lui. C'est un avantage quand on circule pour les bennes à ordures ménagères, par exemple, le soir, de nuit. En effet, et puis certains d'entre vous qui roulent au gaz ou certains chauffeurs avec qui on échange nous le disent, moins de vibrations, moins de bruit, et donc c'est un avantage également. Mathieu Turier, j'aimerais vous adresser cette dernière question pour clôturer cette table ronde. Je voudrais savoir, côté professionnel du transport, quelles actions vous envisagez pour pouvoir faciliter cette transition énergétique ? Ouais, j'ai commencé à l'esquisser un peu. On a adopté justement une charte de la logistique urbaine avec la volonté effectivement qu'on se définisse ensemble des bonnes pratiques. On a un certain nombre d'actions. Alors la ZFE est un peu le premier groupe de travail qui se met en place de façon opérationnelle, parce que c'est le sujet qui nous préoccupe toutes et toutes en premier. Mais de fait, et je rebondis sur ce que vous disiez, demain on a plus de logistique urbaine à vélo, plus de logistique urbaine élec, plus de logistique urbaine au gaz. Nous, on est prêt à ouvrir la question des horaires de livraison, par exemple. Voilà. Oui, voilà. Et donc, du coup, on a notamment un groupe de travail qui doit se mettre en place sur ça, sur un groupe de travail sur le développement des infrastructures d'avitaillement, sur la livraison à vélo, sur les conditions de travail, etc. Et donc, c'est vraiment ce cadre-là qu'on a voulu justement construire. Et après, on va avancer pas à pas avec les acteurs, en les accompagnant justement aussi dans les changements de métier, dans les changements de pratique, dans cette transition. On a un travail qu'on doit mener aussi sur les hôtels de logistique urbaine. Donc là, on met à disposition notre aménageur pour identifier aussi du foncier pour ceux qui sont porteurs de projets. Et voilà, et qu'on ait ce cadre de partenariat commun. Alors j'entends aussi souvent la question des aides économiques. C'est aussi un sujet qu'on est, nous, prêts à ouvrir. Alors, quand j'en ai parlé à la vice-présidente aux finances, elle m'a regardé avec des yeux d'effroi. Donc, c'est pas gagné, clairement. On est quand même dans des situations financières, nous, collectivités territoriales, mais l'État, idem, qui est pas simple non plus, faut se le dire. Après, on n'a pas que la subvention pour accompagner, on a d'autres outils. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est effectivement dans le cadre de cette charte qu'on va pouvoir construire pas à pas les différentes actions communes. Merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y a un petit peu plus de questions que tout à l'heure? Est-ce qu'il y en a certains ou certaines parmi vous qui souhaiteraient, oui, une question? Est-ce que vous, alors on a parlé de l'hydrogène, on a parlé du gaz, on a parlé de l'électrique. Est-ce qu'il y a un avis sur le biodiesel, Mathieu? Vous parlez du B100 notamment.
Sur le B100, moi, ce que j'entends de la part des transporteurs, c'est qu'effectivement, ça peut être une énergie de transition dans la mise en œuvre des ZFE. Parce qu'aujourd'hui, il est en critère 2. Il ne demande pas de changement de motorisation, il ne demande pas de changement de matériel. Par contre, on va se dire franchement les choses. Vous parliez tout à l'heure effectivement de biocarburant. Il a toujours existé le biocarburant. Quand on faisait paître des chevaux qui tiraient les charrues, c'était du biocarburant. Mais ce qu'on s'est aussi toujours dit, c'est que à l'époque, jusque dans les années 50, c'était 5% des terres agricoles qui étaient utilisées pour la traction animale. Il faut qu'on reste, et c'est le débat qu'on a aussi sur la méthanisation agricole, il faut qu'on reste sur ce maximum de 5%. Donc oui, pourquoi pas faire du biocarburant, faire du biométhane, dès lors effectivement qu'on n'utilise pas des terres agricoles pour faire de la production énergétique. Ou en tout cas, il faut qu'on reste dans cette limite de 5%. Nous, écologistes, c'est ce qu'on a toujours défendu, quoi. Le fameux changement indirect d'affectation des sols. Mais clairement, on travaille sur des chartes de bonnes pratiques sur la méthanisation. Je pense qu'il faut qu'on soit sur ce ratio de 5 et ça nous règle une bonne partie des problématiques. Donc, pas opposé sur le principe. Par contre, ça interroge le modèle agricole et il faut vraiment qu'on encadre les choses, quoi. Et est-ce que vous parliez juste à l'instant d'un critère 2, est-ce qu'on peut envisager que le biodiesel passe en critère 1 un jour? Elle était sûre, elle était facile celle-là. Monsieur le député, c'est à vous que s'adressait cette question. Non, j'ai bien compris, mais alors, humblement, je ne connais pas vraiment dans le détail l'ensemble des carburants, mais moi, je fais avec Mathieu le comparatif, encore une fois, hein, et on a tous parlé de transition, et on va se dire la chose, le parallèle est excellent vis-à-vis de la méthanisation. On voit bien qu'à un moment donné, on se marche sur la tête si on commence à utiliser l'espace agricole dont on essaye de limiter dans la construction le truc, si c'est pour faire de l'énergie. Enfin, la boucle n'est pas la bonne. Donc que ça puisse servir à un moment donné en transition pour, on le disait aussi, dans cette période de transition, amortir un peu mieux que si on n'avait pas eu ce carburant-là de transition, ainsi de suite. Ça reste que du temporaire. Il faut qu'on se dise des choses. Et en même temps, il existe des modèles qui sont très intéressants. Par exemple, vous verrez, Philippe va vous le présenter dans quelques instants, parmi les solutions, il y a la solution de l'éthanol. Aujourd'hui, on arrive à faire de l'éthanol à partir de résidus qui peuvent être de la mélasse ou des mares de raisin qu'on a l'habitude d'épandre dans les champs. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Une autre question peut-être? Oui. Jean-Yves Gauthier, oui. Qui veut répondre à Jean-Yves Gauthier? Mathieu? Non mais, cette question, elle est d'autant plus importante que suite au confinement successif, on est dans un mois de septembre où on assiste aussi à une sorte d'effet rebond. Hein. La circulation sur la rocade aujourd'hui, elle est à 102-103% de ce qu'on connaissait avant la crise sanitaire, et ça nous fait d'autant plus bizarre qu'on s'était habitué à avoir moins 6, moins 7% de circulation sur la rocade, et qu'on voit d'ailleurs qu'avec juste moins 5% de circulation sur la rocade, on n'a plus du tout de phénomène de congestion. Donc finalement, les taquets, moi c'est ce que je dis, ils sont pas si loin que ça à atteindre. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, quand même, je le redis, c'est qu'à l'échelle d'une métropole comme la nôtre, et c'est des chiffres qu'on trouve sur toutes les métropoles de France globalement, 70% des déplacements se font à l'échelle de la commune d'habitation. 66% des déplacements font moins de 3 km. Pourtant, dans 40% des cas, ils sont encore faits en voiture individuelle tout seul dedans. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que oui, en tant que collectivité, on a évidemment, nous, à constituer des alternatives à la voiture. Quand on est la plus petite ville d'Europe à faire 2 lignes de métro, je pense qu'on fait une partie du job. Et derrière, on lance 5 lignes de tram-bus, dont la première doit rentrer en service en 2025, justement avec l'idée de permettre aux gens qui vivent plus loin, parce qu'aujourd'hui le métro il a quand même ses limites géographiques, qui vivent plus loin, de pouvoir effectivement avoir une alternative à la voiture individuelle. Mais il y a un moment, il y a aussi la responsabilité de chacun que de se dire, sur un déplacement court, suis-je vraiment obligé de prendre la voiture individuelle? Si les personnes qui vivent justement dans les cœurs urbains se posent cette question et délaissent un peu plus la voiture individuelle, ça permet d'autant plus à ceux qui sont contraints de prendre la voiture, parce que sur des distances longues, on reste dépendant de la voiture, à justement pouvoir circuler plus facilement. Donc c'est un peu le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, nonobstant le fait qu'on a tout un travail, nous aussi, pour rendre toutes nos villes, les 43 communes de la métropole, plus marchables, plus cyclables, justement pour constituer aussi des alternatives à la voiture individuelle sur les déplacements courts, parce que c'est le gros des déplacements aujourd'hui. Monsieur Le Bohec, vous aviez une réflexion? La première réflexion, c'est pas le sujet du jour, mais moi je suis plutôt content qu'il y ait des bouchons à Rennes après 2 ans de crise sanitaire. C'est un peu provoque, mais ça veut quand même, ça veut quand même dire qu'on a bien cru à un moment donné, et je peux vous dire pour avoir discuté régulièrement avec le gouvernement, on avait peur pour le pays et pour l'économie. Donc voilà, je ne vais pas dire que je suis content d'être dans les bouchons quand je suis bloqué une demi-heure, mais voilà, c'est pour petit côté plaisanterie. 2.
moi, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais si un de mes premiers un petit peu diagnostics de jeunes politiques, c'est une question territoriale que vous posez, monsieur. C'est pas juste les métropoles, c'est comment on organise l'ensemble de nos mouvements, l'ensemble de nos projets. On a poussé pour ce qu'on a appelé, nous, à l'échelle de 12 communautés de communes, j'appelle ça le triangle d'or ou le losange, mais Nantes, Rennes, Vannes, la constitution de l'Alliance intermétropolitaine Loire-Bretagne pour pouvoir porter le court diagnostic que j'ai fait en arrivant parlementaire, c'est qu'il n'y a pas d'outils aujourd'hui en France pour mener des projets de taille métropolitaine en dehors des métropoles. Vous dealez, l'ADEME deal avec Rennes, deal avec Brest, ils vous disent même, moi une fois que j'ai signé avec Rennes et Brest, je suis tranquille parce que j'ai fait 70% de mon projet. Et ça, moi je trouve ça choquant. Parce qu'on voit bien, et moi je milite maintenant pour un exode urbain, non pas pour uniquement dire on flingue les métropoles. Moi j'adore, je suis nantais, Nantes est une belle ville, Rennes est une ville magnifique, j'habite entre les deux et je suis très content. La question c'est le maillage intermédiaire qu'on doit faire. Et cette course effrénée, c'est Gildas qui disait, voilà, l'instinctivité, on est dans un monde de consommation de fou, il faut qu'on se le dise, et il faut qu'on se dise, même encore aujourd'hui, quand je vois la course effrénée de certaines collectivités à construire des lotissements d'hier, il faut vraiment qu'on se pose des questions. Moi, les questions que je pose aux maires souvent, parce qu'ils se comparent en nombre de permis de construire tous, dans les zones rurales. Et à chaque fois, je leur pose la question, mais combien tu as dans ton centre-ville, dans ton joli bourg, de logements vacants? Il y en a plein. Et donc, on est en train de construire des champignons en dehors des bourgs, alors qu'il y a des zones non occupées au milieu. Donc, moi, je croyais, et malheureusement, c'est pas le cas, mais que le numérique allait aider un petit peu à vivre de façon plus équilibrée. Pas forcément. On a vu que des projets, le numérique reste quand même des projets de grandes villes. Donc, la question, c'est vraiment... je reprends un peu, et c'est pas du tout pour balancer la responsabilité sur le citoyen, c'est vraiment une responsabilité collective, mais vous en avez parlé un petit peu sur les transporteurs, sur le conducteur. Chaque maillon doit être capable de prendre sa responsabilité. Et je crois que la partie financière qui peut être dure dans une phase de transition, la partie humaine, elle l'est aussi, de prendre sur soi. De se dire, moi j'essaye, c'est pas facile d'aller à l'Assemblée et d'y revenir en prenant Bryce-Go et le TGV. Faut caler les horaires, c'est un peu compliqué quand on a des réunions. Ouais, mais est-ce que le dernier de 20h25 à la gare, je vais pas le louper parce que si je le loupe, c'est encore plus cher en termes d'impact environnemental parce qu'il faut venir un tacos ou s'engueuler avec sa femme. Donc voilà. Mais c'est compliqué. Et tout ça, moi je reviens sur la responsabilité à la fois de chacun, mais aussi les outils numériques. Et c'est là aussi, je pense qu'on peut, sur toute la data qu'on peut avoir, de où on s'arrête, comment on fait, et qu'on ne soit pas dans des flux... on voit bien qu'on arrive dans une société multipolaire en termes de déplacement aussi, et qu'on arrête un peu ces flux juste entrant, sortant, et qu'on a beaucoup plus de domaines. Je milite, par exemple, je suis un peu étonné qu'on développe des parkings intramuros à Rennes pour le métro. Pour les ruraux que je vais défendre, ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans les bouchons pour pouvoir aller prendre le métro. C'est pas forcément vraiment le principe. J'attends depuis longtemps, et j'ai vu malheureusement que le projet, c'est pour le petit truc pour pousser, parce qu'on est là pour se dire les choses, mais moi, je militerai à la fois pour du numérique sur du... Je rêve du stop numérique, moi, comme tu le disais. Enfin, moi, quand je suis dans les bouchons, et vous pouvez faire, et tu l'as dit, mais 90% des bagnoles, on est tout seul. 90% des bagnoles, on est tout seul. On fait juste l'effort demain d'être à deux, il n'y a plus de bouchons du tout à Rennes. Donc comment ça, on peut, via les outils numériques, via évidemment les mobilités qui sont gérées par les collectivités, permettre d'avancer énormément. Je prends un exemple qui est pas loin d'ici, puisque c'est le pendant. Ici, on est sur la Rennes-Angers, mais sur la Rennes-Nantes que je connais un petit peu mieux, le pendant du sketch de l'échangeur de la Contrie à Chartres de Bretagne. Étudié depuis 2018, toujours pas de rond-point, toujours le bouchon, et il y a encore plus de bouchons si vous regardez sur l'axe parallèle Verne, Chartres, Bru, qu'il y en a sur la RN 137. Donc on est dans un truc de fou où on a créé des bouchons partout, et où je militerais pour que justement
à la limite, on s'arrête avant les bouchons et on prend une 3e voie de bus, où je sais que vous êtes en train d'y bosser, et c'est super, et on est prioritaire en covoiturage, où on trouve des solutions, on fait des tests, des expérimentations. Malheureusement, ce rond-point ou cette zone qui devrait être aménagée en multimodal de Chartres, elle est en étude depuis 2008. Schneider, qui est une boîte juste à côté, qui l'attend depuis 2008. Ils sont installés, eux, quand on parlait des pertes aussi pour les entreprises qui s'installent, qui croient qu'on va avoir des services et finalement on les a pas. Et je militerai, et la déception de la dernière fois que j'ai vu ce projet-là, c'est que non, on n'a pas mis la zone multimodale, on l'étudiera dans un autre temps. Donc on va faire 3 études pour avoir le truc routier et puis une 4e pour avoir le multimodal, le bus. Moi je rêve du Bryce Go, il reste sur la RN 137 et puis il fait de temps en temps des bus qui s'arrêtent, y compris en 2e banlieue, parce qu'aujourd'hui je viens de la campagne et j'arrive au milieu de la ville et j'ai pas du tout de réseau, donc moi je milite vraiment, que ce soit territorialement ou en termes de transport, pour vraiment des nouveaux maillages. Gildas, une petite réflexion. Ouais, d'abord, je suis très content de croiser un utilisateur de transport en commun et je crois que c'est possible. Enfin, moi, je fais un peu de prosélytisme, mais je peux vous dire que je suis très engagé sur cette question à titre personnel, parce que j'ai fait le choix de plus conduire. Et donc, mes kilomètres personnels sur 100 000 km par an, ils sont de 10 000. C'est-à-dire 90 000 km de mon boulot, je le fais en covoiturage, en train, en avion. J'ai décidé de plus conduire. Et pendant ce temps-là, en plus, je bosse ou je dors, et on a tous besoin de sommeil. Un peu plus en ce moment qu'il y a 6 mois, où il y avait un peu moins de boulot peut-être. C'est un bon signe, probablement. Voilà. Mais en fait, je voulais juste replacer une partie prenante que vous avez citée d'ailleurs, et merci pour ça. C'est les conducteurs eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que dans la transition énergétique, il y a quelqu'un qui est déterminant là-dedans, c'est nos salariés, nos personnels, qui peuvent d'abord se sentir extrêmement dévalorisés. Parce que franchement, quand on est coincé pendant 1 heure dans un bouchon, c'est pas super, c'est pas pour ça qu'on a fait ce métier-là, et on n'en sort pas grandi. Des fois, on se fait même un peu engueuler en tant que conducteur de bus, de car. Demain, quand on sera conducteur d'un véhicule diesel, les gens vont vous regarder avec des yeux noirs. Enfin voilà, il y a tout ce qui a trait aux représentations et à la fierté. Aujourd'hui, les premiers qui ont pu conduire des bus électriques dans les collectivités, dans les métropoles, les gens qui passent polyvalents pour conduire un tramway et qui demain évoluent dans leur métier vers le métro, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Et pour vous dire que le transport en commun et la transition énergétique, et je vous rejoins sur le... Mais vous êtes un peu... laissez le temps arriver. Ceci dit, le stop numérique, on l'attend depuis 3 ans. C'est-à-dire le covoiturage ultra courte distance et ultra courte temporalité, c'est-à-dire que je suis planté ici à Verne, finalement ça s'est fini plus tôt que je pensais, clac, qu'est-ce que j'ai en push sur mon portable pour me ramener au bureau, quoi. Et voilà, tout ça nous emmène dans un monde où les représentations des fois nous font un peu freiner, et il faut y aller, prendre un peu de vertige et penser à nos conducteurs, parce que je pense qu'on partage tous, d'ailleurs s'il y en a qui ont le permis D, vous venez me voir à la fin, je retire, on n'est pas là pour se bagarrer. 3e message passé aujourd'hui. On n'est pas là pour se bagarrer. Mais voilà, beaucoup de l'attractivité du métier passe aussi par la représentation qu'on s'en fait, et là-dessus la transition énergétique, la modernité de ce que l'on fait collectivement y contribue. Et voilà, il y a des fois, c'est vrai, à 7h du matin, quand on est tous coincés les uns derrière les autres, c'est pas le top en termes de valorisation, et je crois qu'il faut emmener tout le monde, y compris nos personnels. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Oui. Voilà, je partage 2 choses dans ce que vous venez de dire. À la fois, moi, ma grosse crainte, elle est quand même sur les petites entreprises. Je ne doute pas que des gros transporteurs... que les gros... Mais on en a conscience. Hein. Je ne doute pas que les gros transporteurs ont des capacités à avoir des stratégies d'investissement sur 10 ans, et à avoir cette stratégie-là effectivement sur leur changement de matériel, à s'ajuster, à s'adapter. J'ai plus de crainte effectivement sur un certain nombre de petits transporteurs, donc c'est un point de vigilance qu'on a nous. Après, je partage aussi ce que vous venez de dire sur la question des subventions. Pour moi-même venir du monde de l'économie sociale, coopératif, associatif, voilà, des dossiers on en remplit beaucoup, c'est du temps. C'est pour ça que je préfère la solution fiscale. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le levier, de mon point de vue, il est sur la fiscalité, d'abord. Et du coup, on a moins à se poser la question d'aller chercher tel sub à tel endroit, parce qu'en plus, on recrée de l'inégalité dans l'accès, justement, au financement public. À condition qu'on ait une visibilité sur cette fiscalité. Oui, mais justement, la fiscalité... sur la période sur laquelle Le législateur connaît ça bien mieux que moi, mais j'ai le sentiment, en tout cas, qu'on a un peu plus de stabilité quand on prend des décisions fiscales que des enveloppes de subventions où quelque part elles peuvent être remises en question de façon peut-être plus rapide et annuelle. Voilà, après je peux me planter, hein, mais j'ai quand même ce sentiment-là. Après, sur la question que vous posez, en fait, la difficulté c'est que je vous retourne un peu la question, parce que moi, quand j'écoute les commerçants, ils me disent tous on aimerait être livré qu'une seule fois par les différents transporteurs. Voilà.
Non mais je sais, mais peut-être. Donc je fais OK, d'accord. Ensuite, quand j'écoute les entreprises de logistique à vélo de Rennes, elles me disent nous, on arrive à mutualiser les flux, mais on crée de la rupture de charge. Voilà. Donc il y a un moment, moi je me dis que les hôtels logistiques, ça peut être une solution dès lors effectivement qu'elles permettent cette mutualisation entre transporteurs, mais il y a un moment, la collectivité publique, elle a aussi ses limites. On ne va pas être dans une planification de la logistique urbaine. Nous, on est dans l'accompagnement de vos entreprises et des commerçants et on répond aussi à l'attente des usagers et des citoyens qui sont dans une demande effectivement d'avoir un centre-ville plus apaisé. Tous les bus, je le redis, mais tout l'axe Champ-Jacquet, etc., on passera plus les bus dessus. Donc nous aussi, on fait notre part. Voilà. Et donc, mais par contre, nous, ce qu'on est prêt à faire, c'est à travailler avec vous, avec la FNTR, avec voilà, les acteurs, à voir justement comment est-ce qu'on arrive à mutualiser ces flux, tout en faisant en sorte que chacun s'y retrouve. Mais sincèrement, j'ai pas de solution miracle et je pense que la solution, elle vient plutôt de vous, entreprise, que de nous, collectivités. Pardon, en tout cas, c'est un dialogue absolument nécessaire entre vous. Ce que je vous propose, c'est que nous... une dernière question, oui. Oui, bonjour, merci pour la question. Je rebondis également sur celle d'avant. Juste, je parle de la solution gaz que je connaisse. Nous, on a un intérêt et on gagnera ensemble sur la solution gaz si vous, transporteurs, vous y retrouvez économiquement. Autrement dit, que le plus faible coût de carburant gaz versus le diesel vous permette d'amortir l'investissement initial qui est plus important. Et on a des signaux assez positifs de transporteurs qui ont fait des tests au gaz et qui, sans être contraints d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui transportent au gaz sans que personne d'autre leur demande parce que justement sur le coût de détention, ils s'y retrouvent avec le carburant gaz. Et nous, c'est aussi l'objectif, c'est qu'il faut s'y retrouver économiquement parce que sinon, c'est pas une solution viable pour vous. C'était ce que je voulais dire et je rebondissais sur les subventions parce que je pense qu'on aura gagné si on ne compte pas sur les subventions, mais si on trouve un modèle qui, sans ça, permet d'y arriver. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne cette question juste après, quand on ira à la station. Je réponds à la question des stations. Je vous invite à regarder, et c'est les chiffres que je vais vous donner, sur le site de l'AFGNV, l'Association française du GNV. J'ai regardé avant de venir. Aujourd'hui, il y a 14 stations GNV en service en Bretagne. Il y en a 9 en projet. Il y a des dates prévisionnelles de projets sur ce même site de la FGNV. Évidemment, à prendre avec des pincettes parce que les chantiers ils peuvent prendre un petit peu plus ou un petit peu moins de temps. Mais en tout cas, c'est une source fiable pour vous, une fois que vous avez déterminé vos trajets, voir partout en France où est-ce qu'il y a des stations en service et où est-ce qu'il peut y en avoir en projet si c'est pour des trajets futurs. Voilà comment je peux y répondre. Merci pour ces derniers mots. Je voudrais vous remercier tous les quatre pour avoir participé à cette table ronde. Merci pour votre clarté, votre transparence et puis la bonne humeur autour de cette table ronde. On peut vous applaudir. Merci.